Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Guisen TV pour ce nouvel entretien. Et nous recevons aujourd'hui David Chapira, un autre candidat à la 8e circonscription pour la députation de la représentation des Français à l'étranger. David Chapira, bonjour. Bonjour Myriam. Alors vous avez une formation d'enseignant, d'historien, vous avez été notamment combattant dans les rangs de salle dans votre jeunesse, et puis vous avez également participé en tant que journaliste à la création d'un média français. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous a guidé vers cette candidature ? C'est justement cette fonction de représentation. En fait, j'ai travaillé plus de 10 ans avec le monde francophone. J'ai écouté les problèmes de cette population française, francophone, qui vit en Israël depuis de nombreuses années. Et j'ai toujours, si vous voulez, un petit peu vivoté dans ce monde. C'est en fait deux cultures que j'ai. C'est la culture française jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à que je quitte la France, et une culture israélienne aussi que j'ai adoptée en vivant dans ce pays. Et donc, si vous voulez, en flottant entre ces deux cultures, et françaises et israéliennes, je reste très proche des Français, des francophones qui vivent en Israël, parce que je pense qu'Israël a aussi à apprendre de la culture française. D'abord, les Israéliens sont fous de culture française, que ce soit la chanson française. Et je pense que, par exemple, en matière de politesse, ce serait bien que les Israéliens adoptent quelques comportements, laissent sortir les gens des ascenseurs ou des autobus, et puissent après monter. Voilà, il y a quand même, la France a un prestige aux yeux des Israéliens. Je le vois, je suis aussi maintenant étudiant en droit. Donc être député des Français de l'étranger, finalement, aujourd'hui, ça veut dire représenter les valeurs de la France à l'étranger ? C'est aussi apporter cette culture, qui est quand même une culture formidable, la culture française, que ce soit dans tous les domaines de littérature, son histoire. Vous savez, la Révolution française, c'est une révolution qui a changé le monde. Et on est passé d'une monarchie à un début de démocratie. Et la France est un exemple. La France aussi est un exemple pour Israël. Israël, regarde, si on voit d'ailleurs le nombre d'Israéliens qui se rendent en France juste pour du tourisme, pour visiter la France, on comprend quel prestige a la France aux yeux d'Israéliens. Alors on sent bien là l'historien qui parle, mais vous le savez, la 8e circonscription ne représente pas seulement Israël, mais également notamment l'Italie, la Turquie, où il existe également d'importantes communautés francophones. C'est également eux que vous voulez représenter. Qu'avez-vous aujourd'hui en commun avec ces autres Français de l'étranger ? Alors vous avez tout à fait raison. Je voudrais juste rajouter quand même un point important. Près de 60% des Français qui vont voter pour cette 8e circonscription résident en Israël, environ 30% l'Italie, et le reste est disséminé dans les autres pays. Alors, vous avez raison, il faut aussi, j'irai parler aussi en Italie, et je me rendrai aussi dans d'autres pays, dans les autres pays de la 8e circonscription. Mais il faut quand même conserver le fait que la majorité de la population qui va voter se trouve en Israël. C'est mathématique. C'est à mon avis à eux de déterminer qui devrait être le représentant. Pour ma part, je pense qu'il doit être israélien, qu'il doit résider en Israël et qu'il doit représenter les 2/3 de la population des électeurs. Ça me semble tout à fait logique. Évidemment, il ne faudra pas négliger, bien au contraire, les Français qui résident en Italie, en Grèce, en Turquie et dans les autres pays de la 8e circonscription. Alors, les Français de l'étranger sont nombreux. Vous venez de donner quelques chiffres. Ceux du taux d'abstention des dernières élections aussi est très significatif. Plus de 80% du taux d'abstention. Finalement, il faut aussi convaincre les Français de l'étranger de l'utilité d'une telle élection. Elle est où aujourd'hui ? C'est beaucoup plus grave que cela, parce que dans les 11 circonscriptions françaises, il y a environ 20% de participation. En Israël, le taux était de 8% au premier tour et au second tour, 5%. Et qu'est-ce qui a justifié, selon vous, ce manque d'intérêt ? Tout d'abord, la première campagne, celle qui a eu lieu, évidemment, avant mai 2012, a été une campagne extrêmement violente. J'espère, et je le souhaite, et moi je m'engage ici devant vous, pour ma part, ma campagne reste propre. Et je crois que les gens, d'ailleurs, comme moi-même, ont été assez dégoûtés, un petit peu révulsés de la violence verbale, des injures, même de la vulgarité, du niveau de langage exprimé pour parler des autres candidats. Je crois qu'il faut remonter un petit peu le niveau. Ça, c'est une première constatation. La deuxième constatation, c'est qu'il faut expliquer aussi aux Français qui habitent en Israël et qui sont une population un peu particulière, parce que 95% de cette population a la double nationalité. Il y a israélienne et française. Et il faut leur expliquer que nous avons la chance, le mérite, l'opportunité d'un choix démocratique. Nous sommes entourés de pays qui n'ont pas cette opportunité. Et je crois qu'il faut leur dire que ce n'est pas seulement un droit, le droit de voter, mais c'est aussi un devoir civique. Et donc, il faut convaincre maintenant les Français qui vivent en Israël qu'ils choisissent un candidat qui soit israélien, parce que nous sommes ici les 2/3
de l'électorat dans la 8e circonscription. Et il faut leur dire aussi que c'est un devoir, c'est un mérite, c'est une chance de pouvoir aller voter. Et c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on est un peu trop convoqué aux urnes. Trop de fois, on va voter. Et là, c'est une partielle, donc on a voté il y a 10 mois, il y a 11 mois. Allez, il faut encore retourner aux urnes. Alors, vous revenez sur le devoir civique. Le problème, c'est que pour convaincre les Français de l'étranger ou les Français, même sur le sol français, d'aller voter, il faut avoir un programme qui puisse les convaincre également, qui puisse justifier une telle prise de position. Vous n'êtes aujourd'hui adoubé par aucun grand parti politique. Est-ce que vous avez du moins des rapprochements avec un bord ou l'autre? Alors, je ne voulais pas, et c'était tout à fait conscient de ma part, parce que nous sommes la population française qui vit en Israël, dans son ensemble, un peu en porte-à-faux par rapport aux grands partis politiques français, que ce soit la gauche comme la droite. Nous savons, et nous le savons d'expérience, et peu importe quel est le président, même si on sent qu'il est des fois plus ami envers Israël, il est plus sympathique, nous savons que la politique étrangère de la France a ses propres intérêts, est dictée par des intérêts économiques très importants, et que de toute façon, elle ne peut pas être en faveur de l'État d'Israël. Et ça nous met dans une situation un petit peu de décalage. La France ne peut pas être en faveur de l'État d'Israël, c'est contrevenir un petit peu aux dernières déclarations des présidents de droite ou de gauche qui de temps s'affirment amis de l'État d'Israël. Bien sûr. Alors je crois qu'il faut différencier entre le fait d'exprimer l'amitié des présidents français. Je pense que les présidents français, les 2 derniers en tous les cas, sont des amis d'Israël, mais il ne faut pas ignorer que la France a des intérêts énormes économiques et donc choisit dans ses choix commerciaux, ses choix des fois culturels ou d'autres choix d'ailleurs dans ces échanges, de privilégier, je dirais même que c'est presque un peu normal, de privilégier une politique plus pro-arabe par rapport à une politique pro-israélienne. Et alors du coup, vous, en tant que possible ou potentiel député des Français de l'étranger, vous pourriez faire quoi? Je pourrais au moins alerter, je pourrais au moins dénoncer, je pourrais au moins essayer. Vous voyez, il y a des choses, par exemple, qui nous semblent, nous, Français en Israël, intolérables. Il y a l'effort de M. Fabius, qui est ministre des Affaires étrangères, qui s'efforce de ne pas d'empêcher de reconnaître le Hezbollah comme un mouvement terroriste. Ben pour nous, c'est scandaleux parce qu'on sait que cette organisation tire des roquettes aveuglement sur la population civile israélienne. Il y a des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas transiger, et je crois qu'une voix indépendante qui ne soit pas soumise à une discipline de parti, parce que voilà où le bas blesse. Quand on est affilié à un grand parti, on est obligé de se soumettre à la politique du parti. Et je crois, malheureusement, que ce soit un candidat ou une candidate socialiste ou de l'UMP, elle est bien obligée de se plier à cette politique que le parti va décider, aussi en ce qui concerne Israël, aussi aux dépens. Un député tout seul, indépendant, au sein de l'hémicycle français, vous pensez qu'il peut faire entendre sa voix ? Je pense que oui, surtout s'il n'est pas inféodé à un parti. Je pense que s'il est indépendant, vous savez, être indépendant, c'est formidable parce qu'on pourra dire ce qu'on veut, on pourra voter ce qu'on veut avec sa propre conscience. Évidemment, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Vous ne pouvez pas changer les lois françaises. Mais je veux vous dire très franchement, un candidat de l'UMP aujourd'hui, un candidat en plus ne pourra pas faire grand-chose pour changer la loi au sein du Parlement, vu que la majorité est socialiste. Donc ça rajoutera encore un député à l'opposition. Mais vous savez, l'opposition en France comme Israël, elle ne fait pas grand-chose, mis à part crier, mis à part dénoncer, mis à part quitter l'hémicycle en signe de protestation. Votre message à vous, David Shapira, aujourd'hui, il est essentiellement politique. Ça va être ça, le rôle du prochain député des Français de l'étranger ? Je crois que c'est bien au-delà de la politique. C'est évidemment faire entendre la voix d'Israël, mais nous ne sommes pas des ambassadeurs, nous sommes des élus français. C'est surtout de servir de pont, d'intermédiaire, et d'être accessible aux demandes, aux besoins de la population française qui vit dans les pays de la 8e circonscription. Ces demandes, elles sont pour l'essentiel administratives ou économiques, n'est-ce pas ? Oui, mais il y a au-delà de ces... Il faut dire quand même, il faut rendre à César ce qui est à César. On n'entend pas énormément de plaintes, ni de graves problèmes de relations, par exemple, entre les Français et leur consulat, qui donnent, dans leur ensemble, un service tout à fait correct. Je n'ai pas entendu de grandes plaintes, sauf des fois des longues files d'attente ou d'autres choses, ou le besoin de fixer un rendez-vous par Internet. Mais au-delà de cela, et là je parle maintenant plus pour les Français qui vivent en Israël. Je suis là depuis 30 ans. Je parle mieux l'hébreu que le français. Je connais
très bien le monde de la politique israélienne, puisque moi-même, j'ai approché, j'ai accompagné des grandes personnalités politiques en Israël. Je pense que la majorité des problèmes des Français en Israël sont des problèmes qui sont liés à leur intégration, à leur reconnaissance de diplôme, à leur reconnaissance de papier. Et je crois que là, mon rôle est important parce que je peux servir justement, en ma qualité de député des Français à l'étranger d'Israël, je pense que je pourrais servir non seulement d'intermédiaire, mais d'une aide potentielle pour aider les Français à rester français évidemment, mais aussi à s'intégrer, à mieux s'intégrer aussi au sein de la société israélienne. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Donnez-nous quelques exemples en tête de votre ordre du jour de prochaine action d'un député des Français de l'étranger. Il y a quoi? Alors, je donne un exemple tout à fait au hasard. J'ai discuté avec une personnalité du monde chrétien à Jérusalem qui me dit qu'ils sont quelques centaines avec un problème de permis de conduire. Pourquoi? Parce que leur permis de conduire doit être renouvelé tous les 6 mois avec leur visa, qu'ils doivent faire longtemps la queue et que sans ce permis de conduire, ils n'ont qu'une pièce d'identité. Ce n'est pas une loi fondamentale qu'il faut changer en Israël. Il faut juste arriver face au ministère des Transports et lui demander que ces personnes-là puissent avoir un permis de plus longue durée. C'est pas énorme. Il y a énormément de problèmes de logement, d'emploi. Je pense que dans l'emploi et le logement, on peut aider. Vous allez dire, encore une fois, c'est pas le travail d'un député. Il s'agissait là d'un problème administratif à résoudre, et là, vous vous attaquez à un des dossiers économiques les plus lourds de l'État d'Israël, à savoir le marché de l'emploi. Est-ce que c'est là le rôle d'un député des Français? A priori, non. Mais si le député peut aider, il doit aider. Et je pense que là, il peut aider, et il peut faire avancer les choses, en sa qualité de député. Quand on vient devant un ministre ou même un député israélien, et qu'on dit « Monsieur, je représente 67 000 votants en Israël. Ces 60 000 votants, j'ai un contact direct avec eux. Vous leur avez promis, en tant qu'électeur israélien, un certain nombre de choses. Maintenant, il faut tenir vos promesses. Et si vous ne les tenez pas, il n'y a pas de problème. Je serai, moi, apte à même de leur transmettre que vous ne tenez pas vos promesses. Et sachez qu'il y a aussi un électorat, vous savez, il faut jouer sur il y a un électorat de 70 000 personnes potentiellement, c'est 2 mandats à la Knesset, qui sait que vous avez promis d'aider au logement pour des familles défavorisées, vous avez promis d'aider à l'emploi et vous ne tenez pas vos promesses. Donc votre action, vous la définissez un petit peu comme un système de pression qui peut jouer soit contre le gouvernement israélien, soit contre le gouvernement français. Oui, en faveur, je ne suis pas contre, mais je suis en faveur de cette population française qui a des besoins. Et je dis en Israël, et c'est vrai qu'il faut s'intéresser à l'Italie et à Malte et à tous les autres pays, mais il y a quand même des spécificités à la population ici française qui vit en Israël. C'est très important. C'est une population qui ne vient pas ici 3 ans, 5 ans, 10 ans avec l'idée de retourner un jour vivre en France. C'est une population qui vient ici avec l'idée qu'elle va mourir ici, qu'elle mourra ici. D'ailleurs, c'est très important parce qu'on parle de la mort. Parlons par exemple des problèmes des maisons de retraite. J'ai entendu toutes sortes d'idées qui sont complètement farfelues. Par exemple, que la France construise des maisons de retraite en Israël. Je ne vois pas pourquoi la France, d'ailleurs, devrait construire des maisons de retraite. Mais j'ai pris, par exemple, ça, je ne sais pas si vous allez me poser la question, comme suppléant Claude Frankfurter, dont le père a fondé le centre Frankfurter à Jérusalem, qui est un centre très connu, et qui accueille, abrite et qui organise des activités pour les personnes âgées francophones, atteintes des fois de maladies d'Alzheimer ou d'autres choses. Donc, vous voyez, on peut s'organiser nous-mêmes. Pour gérer des problèmes administratifs, civils, de société, etc. Alors, un mot également de votre formation, David Shapira, on l'a dit, vous avez été notamment enseignant, vous avez écrit un livre sur l'antisémitisme, les antisémites français, ici à l'écran. Et puis aussi un autre livre, Jacob Kaplan, un rabbin témoin du XXe siècle. Est-ce que c'est une formation qui, selon vous, va vous aider dans une action potentielle de député? Absolument. Vous savez, quand on touche au problème d'antisémitisme en France, qui aujourd'hui se caractérise par un fort antisionisme ambiant, ce livre-là, je l'ai écrit pour retracer l'histoire de l'antisémitisme en France, de la Révolution française à nos jours. Depuis 1948, il existe un antisionisme latent. Il est évidemment beaucoup plus marqué depuis la guerre des 6 jours, mais il a toujours été présent. Et vous savez très bien, nous le savons, que l'antisionisme est utilisé comme alternative, si vous voulez, à un antisémitisme qui n'est plus acceptable aujourd'hui dans le langage, dans sa forme. Donc, j'ai malheureusement travaillé beaucoup sur ces sujets qui sont déprimants, je dois le dire. Il y a des personnalités comme Tariq Ramadan qui sont extrêmement subtiles, vicieuses, à laquelle on doit
On doit répondre frontalement. Ce sont des gens instruits, des gens cultivés. Je pense avec un bac plus 16 ans d'études, je pense être aussi à même de pouvoir rétorquer. Mais pour ça, il faut bien argumenter, il faut avoir une solide connaissance du dossier israélo-palestinien, du dossier du conflit moyen-oriental, et on ne peut pas laisser non plus n'importe qui. On est encore en train d'alourdir la liste des tâches à accomplir. Absolument. Au-delà des problèmes administratifs, civils, économiques et politiques, il y a là un rôle de défense de la politique israélienne et puis de lutte contre l'antisémitisme également au programme. Mais évidemment, je pense que l'antisémitisme, avec les derniers chiffres de l'année 2012, vous savez, nous sommes dans une crise, nous traversons une grave crise, je veux dire, nous, c'est-à-dire les Juifs qui sont proches de la France, qui sont aussi français, et les Juifs qui vivent en France, traversent une vague depuis le 29 septembre 2000, une vague d'antisémitisme sans précédent. Le problème, David Shapira, c'est qu'au-delà des faits, la question revient, et elle est toujours la même. Qu'est-ce qu'un candidat seul, un député seul, indépendant, non affilié à un parti politique, peut faire de mieux dans la lutte contre l'antisémitisme français que ce que va faire le gouvernement? Alors, d'abord, ce que fait le gouvernement est très bien. Point. Un député qui est indépendant peut s'affilier à d'autres députés, puisqu'il n'a pas de couleur politique et puisqu'il n'est pas vu comme un ennemi potentiel, il peut se faire beaucoup d'amis, il peut se faire un petit lobby autour de lui, il peut s'entourer de députés de différentes formations, essayer, comme fait d'ailleurs l'amitié France-Israël, essayer de constituer aussi une force, un moyen de pression, un groupe qui va aussi s'associer, je pense, dans leur ensemble. D'ailleurs, les députés s'associeront aussi dans cette lutte contre l'antisémitisme, contre l'antisionisme. On peut faire beaucoup de choses quand on est aussi indépendant. C'est une faiblesse. Quand on sait où se positionner, David Shapira, on va y revenir. La plupart des Français, ou même autres, des gens en général, lorsqu'ils vont mettre un bulletin dans l'urne, ils votent à droite ou ils votent à gauche. Et ils votent également pour un programme. Votre sensibilité politique, aujourd'hui, elle est où? Par rapport à Israël ou par rapport à la France? De façon générale. Je dirais que tout d'abord, par rapport à Israël, nous n'avons pas les candidats à nous exprimer sur nos avis en ce qui concerne Israël. Je crois que la première chose, c'est qu'il faut essayer déjà d'exposer ce qu'est Israël, une des seules démocraties ici au Moyen-Orient, une vraie démocratie, un État stable, un régime stable et qui respecte tous ses engagements, tous les 4 ans des élections, etc., même des fois un peu trop d'élections. Sur le plan de la politique française, je n'ai pas d'orientation politique particulière, ni à la droite, ni à la gauche. Je pense que tout d'abord, nous devons défendre le droit de tous les Français dans cette 8e circonscription. C'est-à-dire qu'ils soient de gauche ou de droite. Je ne préférerais pas trop d'extrême droite, mais plus de droite et plus de gauche. Et à partir du moment où je serai élu député, je m'occuperai des problèmes de tous les électeurs, les Français qui vivent en Israël, en Italie et dans les autres pays. Alors, il nous reste 1 minute pour conclure. David Shapira, aujourd'hui, votre message pour cette campagne électorale, c'est quoi? Votre ordre du jour en 3 points, si vous deviez le définir. Premier point, allez voter, c'est important. S'abstenir, c'est trahir. En n'allant pas voter, vous donnez votre voix à quelqu'un d'autre. Deuxième point, puisque nous sommes les 2/3 des électeurs en Israël, votez pour un candidat israélien qui vit en Israël déjà depuis un certain nombre d'années. Troisième point, après avoir bien réfléchi, faites votre choix et votez pour moi. Merci Myriam. On retiendra donc ces différents messages. David Shapira, merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cet entretien et la suite de l'information, c'est tout de suite sur Guisen TV.